La tentative d'assassinat contre Donald Trump ce samedi pourrait marquer un tournant dans la présidentielle américaine qui se tiendra dans moins de 4 mois aux États-Unis. Mais alors, quelles pourraient être exactement les conséquences? Comment analyser la situation actuelle et que faut-il comprendre? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors, au passage, aujourd'hui, on ne reviendra pas sur le déroulé de l'attaque, sur le bilan humain, sur les avancées de l'enquête, ni sur les défaillances potentielles du service de sécurité. Pour ça, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté hier. Aujourd'hui, on se concentre réellement sur la question de l'impact politique, notamment donc avec cette présidentielle qui arrive. Alors on va parler de l'impact sur la campagne de Joe Biden dans quelques instants, mais déjà commençons avec une première question. Est-ce que la tentative d'assassinat qui s'est déroulée ce week-end pourrait favoriser finalement la candidature de Donald Trump? Eh bien factuellement, il y a pas mal d'éléments qui laissent le penser. Interrogé par RFI, le journaliste franco-américain Will McGrew rappelle notamment que l'ancien président américain Ronald Reagan, qui avait été lui-même victime d'une agression en 1981, avait vu son soutien augmenter de près de 20 points après cette agression. Et donc, il estime qu'on pourrait assister à une tendance similaire avec Donald Trump, d'autant plus avec le choc de ces images qui ont fait le tour du monde. Déjà, le fait d'échapper à une tentative d'assassinat pourrait renforcer la cohésion de l'électorat qui est déjà décidé à voter pour Donald Trump. Trump, aujourd'hui, incarne pour beaucoup de personnes un personnage miraculé, un héros qui a échappé donc à cette tentative d'assassinat, ce qui va forcément renforcer auprès d'une partie du public son image. D'ailleurs, la photo de lui juste après la tentative d'assassinat avec le poing levé et du sang sur son visage a énormément circulé. Elle était en boucle sur les chaînes d'information aux États-Unis notamment, et elle renforce évidemment cette dimension héroïque. Et certes, on peut se dire que c'est qu'une photo, donc ça peut paraître anecdotique, mais il ne faut pas sous-estimer le poids de ces images et l'impact qu'elles peuvent avoir. D'ailleurs, ce lundi, il était à Milwaukee pour la convention du Parti républicain. C'est donc cette convention où il va tout simplement être officiellement investi comme candidat à l'élection présidentielle pour le Parti républicain. Et bien lors de son arrivée, il a été logiquement ovationné par les participants alors qu'il est apparu avec un bandage autour de l'oreille droite. De nombreux points étaient d'ailleurs levés en l'air en référence donc au geste de Donald Trump lorsqu'il a été évacué ce samedi. Au passage d'ailleurs, puisque ça on sort un petit peu du sujet mais c'est quand même intéressant, ce rassemblement qui a eu lieu donc cette semaine à Milwaukee, c'est aussi l'occasion pour Donald Trump de désigner son colistier, autrement dit donc la personne qui sera vice-président en cas de victoire lors de l'élection début novembre. Et c'est donc le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, qui va être son vice-président. On aura l'occasion de revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser aussi sur sa posture, sur sa vision de la société. On aura l'occasion donc d'analyser tout ça dans les prochains jours. Bon, mais au-delà donc de cette dimension héroïque qu'on vient d'évoquer, selon beaucoup, ce qui s'est passé ce week-end pourrait aussi renforcer un discours qui est déjà très présent chez lui. L'idée d'affirmer qu'il est ciblé, alors littéralement évidemment ce week-end avec cette grave attaque et cette tentative d'assassinat, mais plus largement l'idée qu'il est ciblé. L'ancien président américain, qui est concerné par beaucoup d'affaires judiciaires, se place depuis des années maintenant comme la cible d'une élite politique, alors qu'il serait de son côté un protecteur du vrai peuple américain entre guillemets. Il faut noter au passage là-dessus que certains de ses opposants estiment qu'à l'inverse, Trump a participé à un climat de chaos. On peut penser à une remise en cause de certaines institutions, on peut penser à l'assaut du Capitole en 2021, qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer à de très nombreuses reprises sur la chaîne. On peut évoquer aussi le fait qu'il avait notamment minimisé dans un discours l'agression du mari de la leader démocrate Nancy Pelosi. Tout ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler hier, mais évidemment, avec le choc très récent avec cette tentative d'assassinat, ce n'est pas un discours qui est audible, ni d'ailleurs beaucoup prononcé depuis ce week-end par les élus démocrates. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet événement, il devrait aussi permettre de mettre au second rang pour lui les différentes affaires qui pouvaient potentiellement peser sur sa campagne, comme par exemple donc la question de son soutien à l'assaut du Capitole en 2021, dans cette période donc de remise en cause des résultats électoraux à l'époque. On peut penser plus largement à ces différents procès à venir. On aura l'occasion de refaire un point là-dessus dans les prochains jours. À noter au passage concernant Donald Trump que Elon Musk, donc le patron de X notamment, a prévu de donner environ 45 millions de dollars par mois à un
groupe de soutien à la campagne de Donald Trump. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal ce lundi. Ce serait tout simplement l'une des plus importantes donations effectuées par un individu dans une campagne électorale aux États-Unis. En mars dernier, Elon Musk avait pourtant assuré qu'il ne soutiendrait financièrement aucun candidat. Et donc visiblement, ce qui s'est passé ce week-end semble avoir changé son discours. Ça c'est donc pour l'impact politique autour de Donald Trump. Mais alors, qu'en est-il maintenant du côté du parti démocrate, et donc notamment de Joe Biden, qui est actuellement le candidat du parti démocrate? Depuis la tentative d'assassinat ce samedi, beaucoup de républicains ont commencé à remettre la faute sur les démocrates, et notamment sur le président Joe Biden. Concrètement, ils lient la tentative d'assassinat de Trump au climat tendu de cette campagne. Par exemple, le sénateur J.D. Vance, donc futur potentiel vice-président de Trump, a affirmé sur X: le postulat central de la campagne de Biden est de dire que le président Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump, selon donc son colistier pour cette campagne. Il y a donc, on en parlait hier, côté républicain, à la fois des discours d'unité et à la fois des formes d'attaques et d'accusations visant donc le camp démocrate. Du côté des démocrates, je le disais à l'inverse, on se renvoie la balle et on accuse aussi les républicains d'être responsables de ce climat de menace grandissant sur des élus. Mais dimanche, Joe Biden a surtout déclaré dans un discours être, je cite, heureux que Trump soit en sécurité, estimant, je cite, qu'il n'y a pas de place pour ce type de violence en Amérique, et disant, je cite, nous devons nous unir comme une seule nation pour la condamner. Et puis ce lundi, le président et candidat à sa réélection a déclaré lors d'une interview sur NBC qu'il avait fait, je cite, une erreur en appelant, je cite encore, à cibler Donald Trump lors d'un appel avec des donateurs en début de semaine. Alors évidemment, Joe Biden n'appelait pas à cibler dans le sens d'une tentative d'assassinat Donald Trump, mais évidemment ces propos font vivement polémique aujourd'hui, et c'est donc intéressant de noter cette forme de mea culpa du président américain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joe Biden va probablement devoir changer sa stratégie qui consistait à faire du scrutin de novembre un référendum anti-Trump en quelque sorte. En effet, si Joe Biden continue à dépeindre Trump comme un danger pour les États-Unis, les opposants de Joe Biden pourraient à nouveau, et surtout dans le climat actuel, accuser une nouvelle fois Joe Biden de pousser à des actes violents. Ce sera donc une posture délicate pour le camp démocrate entre dénonciation de Trump et de son programme, et donc ne pas apparaître comme étant un camp qui fait monter en tension la campagne. Bon, et puis je ne vous apprends rien, Joe Biden inquiète toujours autant sur son état de santé, il y a beaucoup de doutes, même si lui, pour le moment donc, entend maintenir et continuer donc sa campagne et rester candidat. On sent que, notamment d'un point de vue du soutien financier, ce qui est quand même un élément important pour les campagnes présidentielles aux États-Unis, il y a des soutiens qui sont en suspens pour le moment. En tout cas, Joe Biden s'est dit prêt à débattre avec Donald Trump en septembre, donc on suivra ça. Avant de passer aux actualités en bref au passage, je voulais rapidement revenir sur une autre actualité qui concerne Donald Trump. Ce lundi, la juge qui est chargée de son procès qui concernait une affaire de rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche a annulé l'ensemble de la procédure. En fait, Trump était poursuivi pour avoir conservé des documents classifiés, notamment des plans militaires, directement chez lui après la fin de sa présidence, et ce au lieu donc de les remettre aux archives nationales comme l'exige la loi. Mais finalement, la juge a estimé que la nomination du procureur Jack Smith était illégale. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre donc, c'est que cette procédure a été annulée. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Au passage, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on n'a pas parlé du programme des candidats, on n'a pas parlé de tous ces sujets de fond qui sont évidemment absolument essentiels. On s'est concentré sur ces questions d'impact politique qui sont tout de même très importants à comprendre. Mais c'est évidemment une dimension absolument essentielle qu'on va traiter dans les prochains jours, puisque les États-Unis sont l'une des premières puissances mondiales, et donc c'est important de voir à quel point l'élection d'un président peut changer l'orientation d'un pays et impacter notamment la France. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a accepté la démission de son Premier ministre Gabriel Attal et de son gouvernement ce mardi. Alors Gabriel Attal va assurer avec le reste du gouvernement le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement, a précisé l'Élysée. Selon des ministres interrogés par l'AFP, cette situation pourrait durer un certain temps, voire quelques semaines, au moins jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Pour le moment, on ne sait pas qui pourrait remplacer Gabriel Attal, on suivra ça. Autre info, les députés Renaissance, donc du camp d'Emmanuel
Macron ont choisi un nouveau nom à l'Assemblée nationale. Ce lundi, après une réunion avec leur nouveau président Gabriel Attal, ils ont validé le nom Ensemble pour la République. Ensemble, c'est le nom de la coalition qui rassemble depuis les législatives de 2022 les 3 partis de la majorité présidentielle, à savoir Renaissance, le MoDem et Horizon. À noter aussi qu'Emmanuel Macron devrait accepter la démission de Gabriel Attal d'ici la fin de journée de ce mardi. À partir de ce moment-là, le gouvernement sera donc chargé de gérer les affaires courantes. Selon certains ministres, cela pourrait durer un certain temps, notamment jusqu'à la fin des Jeux Olympiques en août. Deuxième actu, toujours en France, ce lundi, les représentants du Parti socialiste, des écologistes et du Parti communiste français se sont mis d'accord pour proposer à la France insoumise le nom de Laurence Toubiana comme candidate pour le poste de Premier ministre. Laurence Toubiana, c'est une économiste qui est notamment connue pour avoir participé aux négociations qui ont mené aux accords de Paris de 2015. Mais finalement, la France insoumise a rejeté la proposition de Laurence Toubiana qui, pour le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, n'est, je cite, pas sérieuse. En fait, il reproche notamment à Laurence Toubiana d'avoir signé il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. En tout cas, le nouveau Front populaire devrait proposer un nom de Premier ministre dans la semaine à Emmanuel Macron. On suivra ça. Troisième actu, un militaire de l'opération Sentinelle a été agressé au couteau devant la gare de l'Est ce lundi soir à Paris. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'opération Sentinelle, c'est un dispositif militaire qui a été lancé en France après les attentats terroristes de 2015, dont l'objectif est de renforcer la sécurité intérieure. Alors, le suspect, qui est un homme âgé d'une 40aine d'années, a été très vite interpellé après avoir frappé le militaire dans le dos. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur des faits se dit chrétien et aurait crié « Dieu est grand » en français lors de l'agression. Il aurait dit avoir agi parce que les militaires tuent des gens dans son pays, selon une source policière. À noter que le suspect est né en République démocratique du Congo et qu'il a la nationalité française. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, tandis que l'homme a été interné en psychiatrie ce mardi matin. À noter que le suspect était déjà connu pour des antécédents judiciaires et psychiatriques en France. En 2018, il avait poignardé un homme à Paris, tandis qu'une expertise médicale avait décelé qu'il était atteint d'une probable maladie schizophrénique. Quatrième actu, l'IGPN, la police des polices, a été saisie ce lundi suite à la diffusion d'une vidéo montrant un groupe de 3 policiers en train de frapper un homme menotté au sol en région parisienne. Dans cette vidéo, on peut entendre en fond sonore un policier dire « Non, attends pas là », puis « Stop, stop », avant de voir l'un des policiers frapper à nouveau l'homme. L'homme menotté, âgé de 19 ans, aurait été interpellé samedi dernier alors qu'il tirait des mortiers d'artifice sur des policiers, selon plusieurs sources de police. Alors, plusieurs élus de la gauche ont exprimé leur indignation à la suite de la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux. Le député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, a notamment demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Cinquième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit favorable à ce que la Russie participe à un prochain sommet pour la paix organisé par l'Ukraine lors d'une conférence de presse organisée ce lundi. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe que Volodymyr Zelensky émet l'idée de discussion avec la Russie. De son côté, la Russie a expliqué qu'elle souhaitait en savoir plus sur la proposition ukrainienne avant de prendre une décision. À noter cependant que la Russie continue d'exclure tout pour parler de paix tant que l'Ukraine n'abandonnera pas les 5 régions que les Russes revendiquent depuis plusieurs années, comme la Crimée par exemple. Un premier sommet pour la paix en Ukraine avait été organisé en juin, il avait réuni environ 90 pays, mais la Russie n'avait pas été invitée. Sixième actu, la Seine est désormais baignable et pourra accueillir des nageurs fin juillet dans le cadre des épreuves des Jeux Olympiques. C'est ce qu'a annoncé l'ONG Surfrider Foundation, spécialisée dans la qualité des eaux et de la protection de l'océan et des rivières, dans une étude révélée ce mardi. Concrètement, pour la première fois, les concentrations en bactéries Escherichia coli sont en dessous des seuils préconisés par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, et les fédérations sportives. Ces bactéries provoquent notamment des maux de ventre ou encore des vomissements. Lors de sa précédente étude sortie au printemps dernier, l'ONG avait alerté sur la mauvaise qualité de l'eau de la Seine. Et on finit avec cette actu, le parc d'attractions Disneyland Paris a battu le record du monde de la plus grande image aérienne d'un personnage fictif en faisant voler plus de 1500 drones simultanément à l'occasion du traditionnel feu d'artifice de la fête nationale ce dimanche 14 juillet. Concrètement, 1571 drones ont permis de former dans le ciel la tête de Mickey en bleu, blanc, rouge et le parc est donc entré dans le Guinness Book des records. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Je rappelle que ce format il est aussi disponible en version podcast, donc en version audio. Je vous mets des liens directement en description pour suivre ça. Mais sinon, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre et vous allez pouvoir le suivre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.